Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons l'alcool avec Jean-Benoît Dumontex, psychanalyste spécialiste des addictions, notamment de l'addiction sexuelle bien sûr, mais aujourd'hui on parle d'une addiction peut-être plus sournoise encore, l'alcoolisme. On va passer à la devise du jour et puis on donnera la parole à Séverine qui nous a rejoint, mais je voulais donner quelques petits indices à ceux qui nous écoutent, puisque c'est des petits signes comme ça très anodins mais qui sont très révélateurs de personnes alcooliques. Jean-Benoît Dumontex, vous en avez certainement d'autres aussi à donner. J'ai remarqué par exemple les personnes alcooliques, elles vont toujours remplir beaucoup les verres, presque jusqu'à ras-bord, comme si ça leur donnait plus de doses d'alcool. Donc ça, c'est un signe très 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 caractéristique de quelqu'un qui est alcoolique. Vous êtes d'accord avec ça ? Je suis absolument d'accord. Et ça, vous parlez de remplir les verres, mais ce sont des personnes qui les vident aussi très très vite. Oui, ils boivent comme s'ils buvaient de l'eau. C'est des personnes qui généralement aiment des vins qui enfin moi personnellement, je suis incapable de boire un verre de rosé, mais les alcooliques peuvent boire même un vin qui est totalement ordinaire, alors que les amateurs du bon vin ne vont même pas finir le verre si c'est un vin qui n'a que de l'alcool, si je puis dire. Vous êtes d'accord aussi avec ce signe-là ? Oui, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir de l'alcool, pas forcément du goût ou un bon goût. C'est juste une dose d'alcool. Tandis que l'amateur de vin, de bon vin, il boit chaque gorgée qu'il déguste. Hein, on est bien d'accord. C'est une différence. Oui, tout à fait. Et il prend son temps. Donc regardez comment la personne boit son verre de vin, vous aurez déjà des indices. Hein. Et puis troisième indice que j'ai comme ça qui me vient, mais il y en a sans doute d'autres. En général, l'alcoolique veut aussi remplir tout le temps les verres des autres et les incite à boire. Hein. Il aime pas boire seul. Il essaye toujours de... Oui, c'est ça, d'inclure les autres dans son ivresse à lui, hein, pour créer un climat, pour que ça ne se voit pas qu'il n'y a que lui qui boit aussi vite et autant. Vous avez d'autres indices qui vous viennent comme ça, peut-être Alors après, il y a des signes, mais là on est dans un alcoolisme parfois un peu avancé, mais il y a des signes physiologiques de tremblement par exemple, qui sont quand même caractéristiques d'un manque, ou même à la limite, sans dire de manque, d'une atteinte neurologique déjà un peu grave, dans ce qu'on appelle les neuropathies, hein, c'est-à-dire que toutes les extrémités, les mains, les pieds, sont soit en tremblement, soit en fourmillement. Et ça, c'est un signe que le cerveau est en train de se détériorer et qu'il y a des connexions qui ne se font plus, ce qui là est déjà très grave et demande des soins. Bien sûr. La devise du jour, comptons sur les autres, pas sur nos doigts. J'aime bien cette phrase. On n'a pas besoin d'un professeur de mathématiques pour nous apprendre à compter les uns sur les autres. Je crois que c'est encore une fois important. C'est pas essentiel d'avoir beaucoup d'amis. Ce qui est important, c'est d'en avoir quelques-uns sur qui on peut vraiment compter, voilà. Et à partir du moment où on a vraiment des personnes sur qui on peut compter, on est vraiment dans le bon lien humain dont on a tous besoin. Voilà, je crois que c'est important. Vous êtes d'accord, évidemment, vous. Oui, je suis d'accord. Oui, je hoche de la tête, mais c'est vrai que il vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Et un bon ami ou une bonne amie, c'est quelqu'un qui est authentique et avec qui on peut être authentique. Et s'il n'y a pas cette authenticité-là, s'il y a des choses qu'on ne peut pas dire, alors c'est que le lien n'est pas tout à fait encore assez profond. Donc ça, c'est vraiment la qualité du lien est importante. Oui. Voilà. Et normalement, un vrai ami, on peut se dire les choses, même si parfois ça fait un peu mal, mais on peut se dire les choses et on peut avancer ensemble. Voilà, un vrai ami, ce sera quelqu'un qui va vous dire tu déconnes complètement, ce que tu racontes c'est n'importe quoi, tu es en train de faire n'importe quoi. Ça, c'est un vrai ami ou une vraie amie. Quelqu'un qui vous brosse dans le sens du poil et qui est toujours d'accord avec vous, a priori, n'en a pas grand-chose à faire, finalement, de vous. Et si on a des amis alcooliques, il faut leur dire. C'est un service qu'on leur rend. Et s'ils nous jettent, eh bien, c'est que quelque part, l'amitié n'était pas réellement là. Et il faut accepter de perdre un ami plutôt que de jouer à une fausse amitié. Séverine, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Jean-Benoît.
Je voulais témoigner pour ma part, contrairement aux précédentes auditrices où elles ont vécu, c'était leur conjoint. Moi, j'ai vécu, on va dire, toute mon enfance avec l'alcoolisme, mais bon, par mon papa. Votre père était alcoolique, oui. Oui, mon père et mes grands-parents, les deux aussi, paternels et maternels, avec beaucoup de violences physiques, des violences physiques qui n'ont pas... des coups, oui. Qui n'ont pas été sur nous en direct, c'est-à-dire quand je dis nous, c'est les enfants, puisqu'on était 3 à l'époque, mais sur ma maman. Et puis sur des violences, on va dire physiques, notamment quand ça se partait mal et ça partait en dispute. Alors moi j'étais enfant et adolescente, je comprenais pas vraiment ce qui se passait. Des éléments déclencheurs, on va dire plutôt. Mais bon, après on était souvent à table d'ailleurs, et donc les assiettes commençaient à voler dans la maison, les casseroles. C'était vulgairement le carnage, donc voilà. Donc ça a été. Et puis après, en dehors de ça, de voir mon papa dans des états de sobriété très compliqués, de le voir vouloir mettre fin à ses jours plusieurs fois. Donc voilà, ça a été des scènes qui ont été assez traumatisantes pour ma part. Ça s'appelle de la maltraitance, Séverine. Je suppose que vous l'avez intégré. Pas avec ce mot-là. Non. Là, je crois qu'il faut l'intégrer avec ce mot-là. C'est important. Il me semble, Jean-Benoît Dumontex. Oui, mais c'est très compliqué quand on est enfant d'imaginer que son parent nous a maltraités. Oui, tout à fait. Oui, je pense, en tout cas, effectivement. Et puis la relation avec mon papa, encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y boit plus du tout. On a eu la chance d'avoir ma maman qui s'est accrochée, on va dire, quand même. Et qui a insisté à plusieurs reprises de faire des cures, qu'il a faites quand je devenais adolescente. Donc il a arrêté de boire pendant 4-5 ans. Donc là, ça a été merveilleux. On a eu une vie très correcte, sereine, plus posée. Le mal était déjà là, présent, malgré tout, toutes ces années. Et puis on avait la même chose du côté des grands-parents. Donc quand on arrivait chez les grands-parents, c'était toujours la boule au ventre de se dire comment ça va se terminer. Est-ce que ça va pas se terminer en bagarre? C'était souvent le cas. Donc et après quand il a arrêté, il a replongé à un moment donné des événements il a replongé le jour de mon mariage à l'époque. Il faisait la fête et il se sentait probablement pas bien de voir sa fille se marier peut-être. Il a replongé à ce moment-là. Ou trop bien. Parfois c'est un excès de joie qui fait replonger. Oui, peut-être. Je sais aujourd'hui, j'ai compris pas mal de choses. On évolue pendant des années, très 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 longtemps quand même. Et j'ai compris en travaillant sur moi et puis sur l'humain, etc. Les différentes facettes et personnalités que tout le monde qu'on pouvait rencontrer, on va dire, sur Terre, et notamment un peu pourquoi il était aussi alcoolique. Bon, j'ai bien compris qu'il avait un gros manque de confiance en lui. Et après, aussi une enfance très douloureuse de sa part, pour sa part, pardon. Après, ce qui n'empêche que c'est quand même déversé sur nous. Mais... c'est clair, ça explique et ça n'excuse pas. C'est toujours la même histoire. On sait très bien que sur toutes les addictions, il y a toujours un vide, une estime de soi un petit peu fragile ou des souffrances qui remontent à l'enfance. Alors encore une fois, ça explique, ça n'excuse pas. On n'a pas à faire subir à ses enfants de la maltraitance, mais bien sûr. Et puis c'est important que vous compreniez, c'est-à-dire que votre père a pu vous aimer comme un père, et puis il avait ce Dr Jekyll et Mr Hyde, il avait ce côté toxique qui vous a fait du mal. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, il avait replongé, il a arrêté, il a replongé parce qu'après j'ai perdu mon petit frère, donc un événement très douloureux. Et puis voilà, donc dans des périodes très compliquées. Mais alors aussi surprenant que ça puisse paraître, quand on dit alcoolique, mon papa buvait pas énormément, sauf qu'il ne supportait pas l'alcool. Donc ça partait, 2 verres d'alcool et 2 verres de Ricard, c'était parti. Voilà, c'était pas des grosses quantités. Bon après, malheureusement, du coup, ça a engendré des conséquences financières aussi dans le couple et à la maison, puisque malgré tout, il faisait après n'importe quoi quand il était dans un état d'ivresse. Et aujourd'hui, j'ai quand même bien compris un peu toutes ces raisons. Il s'en est excusé aussi, donc aujourd'hui, il boit plus du tout. Il a maintenant 73 ans.
Il ne boit plus et j'espère qu'il ne buvra plus parce que moi je suis quand même encore, même s'il y a eu des années sans alcool, énormément d'années quand même, je suis encore assez traumatisée, on va dire, par cette époque. Ça c'est intéressant, Séverine, parce que forcément avoir eu un père et des grands-parents alcooliques, mais notamment votre père, ça a dû vous laisser des séquelles. Oui, alors j'en ai aujourd'hui, effectivement. C'est pour ça que je dis que je suis encore traumatisée. Alors, et pour autant, moi, par contre, je ne bois pas une goutte d'alcool. Oui, alors ça, c'est une réaction souvent saine, voilà, c'est ça. Hein, mais là, vous dites quand même que par rapport à votre père, vous êtes toujours dans ce climat de l'avoir à l'œil, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, ça peut replonger. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai vraiment je vis. Alors, c'est pas une peur, hein, mais bon, ça reste quand même une petite angoisse qui est au fond de ma tête si pour le moment tout va bien, mais je sais que si jamais il y arrive un élément qui pourrait être assez important, le refragiliser, il risque de replonger. Ça, j'ai très peur de ça, effectivement, parce que ça me réveille en moi tout ce qui s'est passé. Peut-être, Séverine, que vous pouvez vous donner cette ligne de conduite, vous dire bon, je vais voir mon père. Si jamais il est pas dans son état normal, je m'en vais tout de suite. Pour justement. Tout à fait, ouais. Alors, il y a eu une époque, il y a très très longtemps aussi, j'avais mon garçon avait peut-être une dizaine d'années, je pense qu'il buvait à ce moment-là, il avait repris. Et je lui avais dit que pour moi c'était insoutenable de venir le voir dans cet état-là. Absolument. Même si parfois il était bien, il tenait debout, tout allait bien, mais il avait les yeux qui étaient très dilatés, vous savez. Et ça me faisait très peur, ça me renvoyait à tout. Non, mais vous avez le droit de vous donner cette ligne de conduite qui va vous permettre de pouvoir être vis-à-vis de votre père comme vous avez envie, puisque dès qu'il y a le moindre signe d'alcoolisme, vous stoppez, vous partez. C'est ce que j'avais fait à l'époque. Et il y a une fois, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, juste après mon mariage, c'était tellement insupportable que je lui avais dit que je ne le voyais plus, et c'est ce qui a entre guillemets déclenché à refaire une cure. Voilà. Donc, puisque pour lui, il ne supportait plus de pas me voir. Voilà, donc ça c'est le signe quand même que le lien à sa fille, familial en tout cas, prévaut sur le lien à l'alcool. Hein. Donc c'est quand même un levier très très important là pour vous, et ce qui n'est pas vrai pour tous les alcooliques. Donc c'est précieux. Et j'espère que vous, dans votre construction émotionnelle et dans votre vision du couple ou de l'attachement, il n'y a pas trop de dégâts causés par quand même cet alcoolisme parental. Merci beaucoup aussi de ce témoignage, Séverine, parce que c'est en effet aussi dévastateur lorsque c'est un parent qui est alcoolique. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous pouvez témoigner au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours en compagnie de Jean-Benoît Dumontex, nous évoquons l'alcoolisme. Vous êtes spécialiste des addictions et notamment de l'addiction sexuelle, je le précise, puisque c'est aussi une addiction malheureusement en augmentation. On revient sur l'alcoolisme et je remercie Catherine parce que Catherine, vous êtes une ancienne alcoolique et c'est important aussi votre témoignage parce que ça montre quand même une petite lueur d'espoir. Merci d'être avec nous. Fait. Alors je vous remercie pour me donner l'antenne. Je salue votre invité, Monsieur Dumontex. Et je voulais effectivement bonjour. Je voulais effectivement témoigner. C'est très important en tant que femme et en tant qu'alcoolique abstinente, parce que je pense qu'on n'en guérit pas. Oui, vous avez raison. On n'en guérit pas. Si on reboit une goutte d'alcool, le cerveau se plaît à nous rappeler un mauvais souvenir. Voilà. Donc, et je tiens à dire que ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté et je n'ai aucun désir de boire de l'alcool. Voilà. C'est pour les personnes qui nous écoutent. En fait, c'est 0 goutte d'alcool. Je me parfume quand même. Je mets du vinaigre dans mes assaisonnements. Mais voilà. Donc, et vous souffrez pas de ne pas boire, je veux dire. Non, du tout. Tout, parce que c'est ça qu'il faut entendre, c'est-à-dire que c'est pas une frustration permanente. Du tout. Absolument pas. C'est une délivrance. Quand on se libère de ce poison qui est l'alcool. C'est une délivrance. C'est une délivrance parce qu'en fait, moi, mon histoire, c'est que
C'est que j'ai vécu avec le papa de ma fille, je me suis mis en ménage avec le papa de ma fille et je n'étais pas heureuse dans cette relation. En fait, je n'étais pas heureuse dans cette relation, ce malheur que je n'arrivais pas à verbaliser, à nommer, venait de mon enfance, en fait. Je me suis mise avec une personne qui, forcément, ressemblait dans son caractère à ma maman. Oui. Donc voilà. Et donc je n'étais pas heureuse dans ce ménage. Mais j'ai envie de dire heureusement ou malheureusement, il y avait quand même, nous avons une petite fille qui est grande maintenant et je suis grand-mère. Et c'était terrible parce que en fait je me suis enfermée dans une relation. J'arrivais pas à m'en sortir, comme je dis très bien, je n'arrivais pas à nommer ce qui n'allait pas. Et vous avez commencé à boire un peu pour aller mieux? Effectivement. En fait, je me suis mise à consommer de l'alcool. Je tiens à préciser que même jeune, je n'appréciais pas du tout l'alcool. Le vin, etc., etc. En sachant quand même, ma maman est une véritable bordelaise et mon papa était un bourguignon. Alors, je peux vous dire que les mariages... Oui, il y avait de l'alcool. Voilà. Mais le malheur, oui, là-dedans, c'est que mon mari aimait beaucoup recevoir. C'est un chef de cuisine, mais n'aimait absolument pas la vie, n'appréciait pas la vie sociale extérieure. Et moi, j'en souffrais énormément. On recevait beaucoup, donc les repas, l'alcool, le vin. Et petit à petit, en fait, j'avais de cette faille affective que j'avais en moi, de boire, cette ivresse de l'alcool est accaparée en moi. Et, petit à petit, je buvais de plus en plus. Mon mari s'en rendait compte, mais ne réagissait pas pour autant. Donc, moi, je tiens à dire que j'avais une vie professionnelle. Hein, je travaillais et très compliqué parce qu'ensuite, je suis rentrée dans un alcoolisme et surtout une profonde dépression. Voilà, donc. Oui, ce qu'il faut. Oui, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'alliez pas très bien et quand vous aviez bu, vous étiez dans un état second qui vous faisait oublier que vous n'alliez pas très bien. Et encore, je savais que j'allais pas très bien. Oui. Et que je savais très bien que je n'allais pas très bien. Et alors, je tiens à préciser, peut-être parce que je pense que ça fait partie de la voie vers la guérison, s'il y a guérison, mais en fait, d'ouvrir les yeux, c'est que je n'ai jamais été dans le déni. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Et donc petit à petit j'ai sombré dans l'alcoolisme. J'étais en fait enfermée dans cette relation parce qu'en fait avec le temps j'ai appris que mon ex-époux était un pervers narcissique. Alors à l'époque, il y a plus de 25 ans, on parlait pas comme de la perversion comme on peut en parler maintenant. Et c'est ma psychanalyste qui m'a fait comprendre les choses en me faisant lire aussi de Marie-France Irigoyen. Et après, si vous voulez, ce qui s'est enclenché, c'est que j'étais tellement dans des états de grande souffrance en buvant, parce que je buvais pratiquement pour mourir en fait. Mais il y avait une autre petite fille qui était là, et elle assistait à des scènes, de voir sa mère en pleurs, les mains en sang qui avaient traversé les vitres, sans que mon ex-mari ne fasse quoi que ce soit. Donc oui, il jouissait de vous voir sombrer. Je pense parce que même, je me souviens, je rentrais chez moi, je rentrais chez nous, je rentrais à la maison, j'avais encore mon duffel-coat sur moi, je faisais exprès de lui montrer que je prenais un verre, la bouteille de vin, et je buvais. Mais il n'y avait toujours aucune réaction et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, mais ça me ramenait en fait à mon enfance. J'arrivais pas à analyser les choses et je préfère vraiment le dire, à le verbaliser, à le nommer. Il m'a fallu du temps. Hein. Il faut vraiment beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe en soi, comment se délivrer et encore se délivrer de ça. Quoi, c'est très compliqué. Et en fait, à un moment donné, je vais faire court, je suis partie en cure de désintoxication. Ça a été très très bien, la cure de désintoxication, puis après, retour à la maison, parce que c'est très compliqué. En fait, c'est quand on revient dans son milieu. Ça, c'est. Oui, il est là le problème. Hein. C'est quand on revient à la vie normale. Exactement. Et parfois, il faut 2-3 désintoxications pour qu'enfin on soit sauvé. Ça a été votre cas ou c'est dès la première fois que ça a suffi? C'est que j'ai quitté mon époux. Ça a été très très violent dans le sens où moi, ensuite, j'ai fait une très grave dépression.
Je pense, enfin, où j'ai touché la mort, quoi. J'étais en train de mourir dans cet état dépressif. Ma psychanalyste m'a sauvée et elle nous a sauvés. Ce que je tiens à préciser aussi, c'est que ma petite fille à l'époque est repartie vivre chez son père. J'ai lâché l'affaire, entre guillemets, bien entendu. J'ai décidé que Gaëlle puisse vivre chez son papa, et ça m'a permis moi de mieux m'occuper de moi. Donc, mais je veux vous dire qu'il y avait un poids de la culpabilité, de la honte. Tout ça, faut le dépasser, mais c'est Bah écoutez, en tout cas, bravo Catherine, parce que vous en êtes sortie et votre message, parce qu'on voit bien tout ce que vous avez traversé, toute la souffrance, mais vous en êtes sortie et c'est ce message lumineux, positif que vous transmettez et merci, parce que si quelqu'un écoute et qu'il est justement encore dans l'enfer, il peut comprendre que c'est possible de s'en sortir. Jean-Benoît Dumontex, on fait une petite pause. Si vous avez envie de réagir au témoignage de Catherine, je vous redonne la parole tout de suite après. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Benoît Dumontex est notre invité. Vous êtes psychanalyste spécialiste des addictions. On parle justement de l'alcool. Le témoignage de Catherine est un témoignage important parce qu'il montre bien à la fois pourquoi on devient alcoolique, mais quand même qu'on peut s'en sortir. Qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Alors, vous avez raison, je trouve que ce témoignage, j'attendais en fait le témoignage d'une personne alcoolique pour voir un peu, pour pouvoir toucher un peu les trajectoires, parce que là, son témoignage est vraiment un titre d'exemple par rapport à la trajectoire de l'alcoolisme, où elle décrit bien le mal-être du début, la solution qu'elle entrevoit à travers l'alcool, et finalement la découverte que c'est un poison, et que ça n'est certainement pas comme ça qu'elle va s'en sortir. Et ce qui est très intéressant dans son témoignage, c'est l'issue finalement de cette histoire, c'est-à-dire les solutions qu'elle a pu trouver. Et c'est une des questions qu'on se pose d'ailleurs dans cette émission, c'est comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et elle met en relief des solutions vraiment importantes et par lesquelles je pense que tout un chacun doit passer. C'est d'abord de trouver un professionnel de santé en qui on a confiance pour pouvoir déposer des choses, c'est-à-dire parler de ce qui se passe pour soi, c'est-à-dire ne plus cacher, c'est-à-dire ne pas jouer le jeu de l'alcoolique. C'est vraiment être au grand jour, pouvoir dire les choses, les analyser, les comprendre. Et de là va découler l'action, c'est-à-dire la décision de partir en cure, pour pouvoir concrètement, dans le corps et dans le comportement, mettre fin à cet alcoolisme et pouvoir avoir une vie normale, si tant est qu'une vie normale existe, mais en tout cas sans l'alcool, et profiter là pour cet exemple-là de sa fille, de ses petits-enfants, voilà, profiter de la vie. Et je trouve que ce témoignage est à réécouter à titre d'exemple, où il y a vraiment toutes les solutions dans ce que Catherine a bien pu vouloir nous témoigner. Merci à elle. Lilou est avec nous maintenant. Bonjour Lilou. Oui, bonjour à vous deux. Merci de m'accueillir. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour. Donc vous avez eu 2 relations avec des hommes alcooliques. Et la première avec un drame que vous allez nous raconter. Oui. Alors effectivement, j'ai fui un milieu familial qui était nocif pour moi. Donc j'ai rencontré cet homme qui était donc alcoolique. Je ne le savais pas au départ. C'est quelqu'un qui buvait parce qu'il était homosexuel. Donc homosexuel, qui n'assumait pas son homosexualité par rapport à un père très haut placé militaire. Donc c'était impossible pour lui d'avouer qu'il était homo. Donc il s'est marié pour cacher son homosexualité et dans le même temps être violent et alcoolique vis-à-vis de moi. Donc j'ai vécu avec lui la violence verbale, la violence sexuelle, donc la sodomie. Ensuite, le seul rapport que j'ai pu avoir avec lui, ça a été un viol où j'ai eu mon enfant. Vous voulez dire la seule fois où il vous a pénétré vaginalement, en fait, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est exactement ça. Donc, miracle, j'ai eu mon enfant. Donc, et moi, ça m'a sauvée.
Ça m'a sauvé de cet homme alcoolique qui, malgré tout, continuait dans cette violence verbale et physique, qui pour la moindre chose me tabassait quand il était alcoolisé. Et ça finit effectivement en drame parce que donc il s'est suicidé. Puisque pour lui, il s'est suicidé, oui, tout était ingérable. Il pouvait pas, il n'aurait pas pu de toute façon assumer cette homosexualité vis-à-vis de sa famille. D'accord. Alors, moi, j'ai appris son homosexualité bizarrement, puisque c'est quelqu'un un jour qui est venu et qui m'a montré une lettre qu'il lui avait écrite. Il était tombé amoureux de ce jeune homme. Et ce qui était assez rigolo, c'est que ce jeune homme était tombé amoureux de moi. Donc, c'est vrai que je revis la situation, je me dis, voilà, c'est assez particulier. Mais il était donc, il était attiré par les hommes, ça, on l'a bien compris. Mais il avait des relations avec des hommes où il n'osait pas assumer son homosexualité. Alors, il avait des relations avec des hommes, mais ça, je l'ai appris bien plus tard. Oui, bien sûr. Ce qui est assez souvent bizarre, parce qu'on rencontre des gens dans la vie qui, quand vous revenez, moi j'étais partie aux Antilles, donc je suis revenue dans la région, et c'est vrai que j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, par rapport à son statut, donc il faisait des menaces à des jeunes hommes, et effectivement, il avait des relations, mais c'était des relations forcées par rapport à ces jeunes hommes et son statut. D'accord. Oui, donc c'était quand même quelqu'un d'un peu pervers, semble-t-il. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, je précise juste, on peut aimer, adorer la sodomie, une pratique la sodomie sans pour autant être homosexuel. Hein. Ça dépend de. Là, en l'occurrence, on comprend bien, mais c'est pas une généralité. Je voulais juste préciser pour ceux qui écoutent. Voilà. Bon, donc c'est votre fils qui vous a sauvé parce que quand vous étiez enceinte, vous l'avez quitté, c'est ça, ou vous l'avez quitté une fois que vous aviez votre fils? Alors non, je ne l'ai pas quitté. Ah non, vous l'avez pas quitté parce que j'avais à ce moment-là, à cette époque-là, j'avais pas de solution de recours, donc il y avait des choses qui n'existaient pas comme maintenant. Donc je suis restée avec lui et comme je vous le disais, la finalité c'est qu'il s'est suicidé quand mon fils avait 3 ans. D'accord. D'accord. Donc je ne l'ai pas quitté, non. D'accord. Et vous avez par la suite revécu avec un homme alcoolique? Oui, alors je pense que j'ai reproduit. Alors par contre, la première personne, j'ai pardonné. Je lui ai pardonné parce que c'est vrai que j'ai trouvé plein de choses qui ont fait qu'il n'a pas pu dire des choses. Je pense qu'il me les aurait dit, j'aurais accepté qu'il soit homosexuel et qu'il fasse sa vie. Je lui ai pardonné. C'est votre droit, Lilou. Oui. Oui, tout à fait. Et après, mon autre expérience a été un peu différente. C'est quelqu'un qui m'a montré, je l'ai aimé plus que plus. C'était vraiment, moi, j'avais un amour plus que fort. Mais c'est quelqu'un qui était alcoolisé du matin au soir, qui avait des paroles pareilles violentes, qui me mettait... vous rabaissait, exactement, qui m'a humiliée, qui m'a... c'était très très dur, j'ai vécu vraiment, et toujours en ayant cet amour de cette personne, et d'ailleurs il avait été... c'est quelqu'un qui avait eu des problèmes par rapport à la justice et par rapport à des jeunes filles, puisque dans la sexualité, il était attiré par les jeunes filles, petites jeunes filles, 12 ans, 10 ans, et qui était toujours en train de me dire de toute façon que j'étais vieille, que j'étais moche, que j'étais grosse, que j'étais pas quelqu'un de bien. Et après il s'excusait, il m'écrivait des lettres et puis il s'excusait, il me disait je te demande pardon, je regrette et tout, et 3 jours après il recommençait. Ça c'est assez fréquent aussi, Jean-Benoît Dumontex, chez les personnes alcooliques, qui savent s'excuser mais qui de toute façon reprennent. Oui. Alors là, il y a quand même, disons, une tendance perverse aussi. Mais effectivement, chez les alcooliques, il y a la possibilité de savoir qu'ils ont fait une erreur ou qu'ils ont mal agi ou qu'ils ont dit des choses et de s'excuser, mais pour autant de ne pas s'arrêter et de reproduire la même chose 2 jours après. Oui, et c'est en ça que vous dites que c'est un peu pervers, parce qu'on s'excuse alors qu'en fait, de toute façon, rien ne changera. Donc, ce sont des excuses pour justifier en quelque sorte, puisque... Oui, voilà, c'est ça. À un moment, on peut penser quand même qu'il y a de la perversion, parce que, on achète le silence, on achète la paix, tout en sachant que, on ne changera pas.
Enfin, de toute façon, il me renvoyait ses propres peurs sans arrêt. Hein. Moi, des fois, je lui disais, mais c'est qui comme ça, c'est pas moi. C'est ça, mais vous avez été extrêmement maltraité, hein, vraiment. Oui, oui, j'ai été très maltraitée. Oui. Mais je l'ai quitté, cet homme-là, de toute façon. Donc, et c'est vrai que voilà, je m'en suis bien sortie. Voilà, j'ai une vie saine. Voilà. Mais c'est vrai que dans mes relations sentimentales, c'est très compliqué. Il y a toujours des choses qui restent au niveau de cette violence verbale, sexuelle. Donc ça reste. Hein. Vous avez peur. Vous avez peur de vous réengager avec quelqu'un parce que vous avez peur de retomber dans un schéma qui serait de cet ordre-là. Alors oui, je crois. Oui, je crois que quand même qu'il y a quelque peur, il y a cette peur quelque part au fond de moi, même si je n'ose pas me l'avouer, parce que c'est compliqué et que bien sûr, que j'ai pu avoir, j'ai re-attiré des gens qui avaient des problèmes d'alcool. Peut-être qu'il faudrait travailler sur le pourquoi de ces choix, qui sont certainement dus, encore une fois, à des repères. Oui, bien sûr, bien sûr. Et si vous arrivez à bien comprendre le pourquoi de ces choix, a priori, vous ne les ferez plus. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vous me dites. Donc ça peut être un petit peu long, mais ça vaut le coup peut-être, Lilou. Bon. Oui, alors c'est vrai que je sais que je suis une guerrière, je suis une battante. Voilà, je m'en sors dans ma vie, mais il y a des traumatismes qui sont ancrés quelque part. Hein. Moi, je dis toujours que mon cerveau, il y a des petites cases. Et dans les petites cases, il y a des fois une phrase qui sort chez un homme, de suite, ça me fait revenir à ce que j'ai vécu. Bien sûr, mais ça, c'est le traumatisme qui parle. Vous avez beaucoup de ressources chez certains. C'est dommage de ne pas l'exploiter pour vous reconstruire ou pour construire en vous quelque chose qui vous permette de vivre différemment ou de moins avoir peur par rapport aux relations, de pouvoir faire confiance et vivre une relation saine à l'avenir. Donc voilà, si ça n'est pas déjà fait, c'est vrai que l'idée d'aller creuser un peu, comprendre avec quelqu'un en qui vous avez confiance, évidemment, serait une bonne chose, puisque vu les ressources que vous avez, il n'y a aucune raison où vous n'y arriviez pas. Voilà. En tout cas, merci Lilou, merci de ce témoignage qui est fort aussi. On fait une petite pause, Jean-Benoît Dumontex, et puis il est déjà temps de conclure, et on va conclure notamment avec Anna, dont c'est quelqu'un de sa famille qui était sans doute encore alcoolique. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à évoquer l'alcoolisme avec Jean-Benoît Dumontex. Je précise, je parlais de votre spécialité aussi, de l'addiction sexuelle, et je rappelle le livre que vous avez écrit, Sexe Addict, quand le sexe devient une drogue dure. C'est aux éditions Hors Collection. Anna est avec nous, et Anna, c'est votre sœur qui est alcoolique et qui l'est toujours d'ailleurs. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Jean-Benoît. Oui, c'est ma sœur qui est alcoolique depuis l'âge de très jeune, tout juste à l'adolescence, je pense. Aujourd'hui, elle a 78 ans et je pense qu'elle est toujours alcoolique. Elle a fait plein de cures. Ça lui a coûté un divorce, etc. Et puis ses enfants ont un très mauvais souvenir de son alcoolisme, pour en avoir parlé avec eux. Et donc j'ai bien essayé de la sauver, bien évidemment, mais je n'ai pas réussi parce que j'ai accepté en fait le fait qu'elle soit alcoolique et de ne pas la voir lorsqu'elle est alcoolisée. Voilà. Et aujourd'hui, elle vit avec ça et on en parle, elle le sait. C'est pas un sujet tabou. On arrive à en discuter, elle en est consciente et malheureusement, voilà, c'est son sort. Chaque fois qu'elle est pas bien, je me demande si elle s'autorise à être heureuse. Voilà, c'est un peu ma question. Pour en avoir discuté avec elle, j'ai peur que non. Vous pensez qu'elle est un peu dépressive, votre sœur, ou pas? Complètement. D'accord. Oui, complètement. Ouais. Mais bon, ça ne résout pas le problème de la dépression, l'alcool, elle le sait. Oui, bien sûr, voilà. Mais on peut y croire au début, en tout cas. Ouais, maintenant, elle a 78 ans, elle me dit, mon Dieu, j'aurais jamais cru arriver à cet âge-là. Ben oui, moi non plus, certes, avec tout ce qu'elle a bu et abusé, quoi, et ce qu'elle a fait vivre aux autres, et à moi notamment. Elle a fait vivre des choses très difficiles. Ouais.
Vous gardez des souvenirs traumatiques de votre sœur? Oui. Oh, un peu. Alors, oui, genre, je pars en vacances, je lui laisse ma maison, je lui dis surtout quand on revient, j'ai les enfants, fais attention. Et quand je reviens, c'est la catastrophe. Les enfants la voient dans un état pitoyable. Il faut que je la fasse hospitaliser parce que la maison est sans dessus-dessous. Enfin. Oui, donc on est vraiment dans l'alcoolisme aggravé, quoi. C'est-à-dire que de quelqu'un qui ne se lave plus, qui même fait ses besoins dans bon. C'est ça. Oui. C'est ça. De tout partout. Enfin. Oui, mais je crois, Anna, il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Je crois que les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas connu quelqu'un qui est dans cet alcoolisme grave, hein, c'est-à-dire qui oui, sévère. Et ça, c'est vrai que c'est une vision pour des enfants qui n'est pas bonne, évidemment. Oui, alors après, je leur en ai beaucoup parlé à mes enfants. Je leur ai énormément parlé de ça parce que parfois ils avaient tendance à avoir des mots un peu assassins par rapport à ma sœur. Et je leur disais, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de la considérer comme ça. Sachez pourquoi. Ils savent pourquoi elle boit. Elle est devenue alcoolique en tout cas. Et pourquoi? Suite à un viol de son père, enfin de son beau-père. Donc, d'accord. Mon père en l'occurrence. Donc. Puis elle est devenue bourreau, quoi, on va dire, parce que mon père a eu une belle vie et elle a eu une vie totalement isolée, quoi. Alors voilà, je veux pas que mes enfants retiennent de ma sœur et de leur tante c'est quelqu'un d'adorable, de fondamentalement gentil. Mais bon. Oui. Ce qu'il faut, oui. En fait, c'est quelqu'un qui a été brisé par la vie et qui malheureusement n'a pas trouvé la bonne personne pour se faire aider et qui quelque part a sombré dans une dépendance à l'alcool extrême. C'est maladif, c'est sûr. Bien sûr, et je pense qu'elle est consciente aussi de la souffrance qu'elle traverse, mais c'est. Enfin bon, il y a pas, en effet, il n'y a pas à juger, bien sûr. Non. Mais en même temps, c'est sûr que quand on est jeune, enfant, on va forcément juger, c'est normal. Hein, je veux dire, les adolescents, ils ont la dent dure, hein, comme on dit, et après tout, c'est la vie qui leur apprendra. Hein. Jean-Benoît Dumontex. Oui, allez-y, Anna, je vous en prie. Excusez-moi. Aujourd'hui, ils ont compris, ce sont des adultes, ils ont bien compris, ils respectent leur tante. Ils comprennent tout à fait ce qu'elle a vécu et ils l'aiment profondément. Il n'y a aucun problème. Franchement, de ce côté-là, ils ont grandi. C'est génial. Ils l'adorent plus que presque ne l'aiment ses enfants, parce qu'ils n'ont pas connu ce qu'elle leur a fait vivre. Mais ce que je voulais juste faire une parenthèse, ce que je disais à Zach, c'est que j'ai remarqué dans les séries, et plus maintenant qu'avant, sur des séries de Netflix où il y a tout un tas de séries, alors pas qu'américaines, espagnoles, suédoises, égyptiennes, ce que vous voulez. Il y a énormément d'alcool et je trouve, et ça je le condamne parce que c'est le verre de décontraction, vous voyez. Ils prennent un verre de whisky, ils arrivent à la maison, ils se posent un verre de whisky, un verre de vin. Ça y est, à toutes les séries. On a condamné la cigarette, mais c'est incroyable le nombre de verres d'alcool qui circulent dans toutes ces séries. Et je trouve ça pire que la cigarette. Parce qu'on donne quelle image à nos enfants ? Vous avez raison, hein, l'addiction à la cigarette n'est pas bonne pour la santé, c'est une addiction, mais elle est moins dévastatrice, d'abord sur le plan de la déchéance physique, parce que quelqu'un de très très alcoolique comme votre sœur, c'est une déchéance physique, et puis c'est une image pour l'entourage, pour les enfants. On a vu tout à l'heure celle qui témoignait de l'alcool de son père. Bon, oui, vous avez raison. Jean-Benoît Dumontex, je vous laisse réagir. Je trouve quelque chose d'intéressant là dans le témoignage de Anna, c'est que elle fait la part des choses entre la personne et la personne malade. Et donc c'est vrai que les patients que moi j'ai pu côtoyer dans des centres d'addictologie et qui souffraient d'alcoolisme, on leur disait ne dites pas je suis alcoolique, dites je souffre de la maladie alcoolique.
parce que ça laisse la place aussi à la personne que vous êtes à côté. Si vous dites « je suis alcoolique », ça résume toute votre personne à l'alcoolisme, et bien évidemment, ça n'est pas vrai. On est bien d'autre chose que l'alcoolisme, et il y a presque une condamnation quand on dit « je suis alcoolique » ou « il ou elle est alcoolique ». C'est comme si cette personne ne pouvait pas faire autre chose qu'être ça. Donc je trouve le témoignage d'Anna très intéressant, et voilà, elle dit que sa sœur souffre d'une maladie qui est l'alcool. Absolument. Merci Anna. Bérangère est avec nous. Il nous reste peu de temps, mais votre témoignage étant positif, j'ai envie de conclure avec vous. Bonjour Bérangère. Bonjour. Allez-y, je vous en prie. Oui, merci à vos émissions, Brigitte, que j'aime énormément, et vous êtes formidable. Merci. Donc oui, moi j'ai rencontré mon compagnon il y a 30 ans, le papa de ma fille. J'ai vu rapidement qu'il buvait, mais bon, nous étions très festifs, nous aimions beaucoup faire la fête, voilà. Puis petit à petit, nous nous sommes installés. Au bout de 2 mois, nous nous sommes installés. C'était le grand amour de ma vie, un grand coup de cœur, un grand coup de foudre. Nous nous sommes installés au bout de 2 mois, et puis rapidement ça a dérapé. Bon, j'ai vu qu'il buvait de plus en plus, il ne travaillait plus. C'était très compliqué, je suis tombée enceinte. Nous nous sommes retrouvés quasiment SDF. Bon, moi j'avais mon boulot, mais ça suffisait plus. Et nous sommes partis sur le bassin d'Arcachon. Nous avons vécu chez ma belle-mère, nous avons vécu chez ma sœur. Nous avons fini en mobil-home avant de trouver un petit appartement à Arcachon. Jusqu'au jour où ça a un peu dérapé. C'était de la violence verbale. Et jusqu'au jour où ça a dérapé, j'avais mon bébé dans les bras. Et là, je me suis dit, il va nous tuer, quoi. Donc, je me suis enfuie. J'ai appelé la police entre-temps, mais qui n'a pu rien faire pour moi puisque j'étais vivante. Et je me suis réfugiée dans la famille et j'ai dit à mon compagnon, tu te soignes ou tu ne me revois plus, en fait, tout simplement. Parce que moi, il fallait que je protège ma fille. J'avais aussi un petit garçon de 8 ans et que j'avais envoyé chez son père pour le protéger au maximum. Et Eric est parti se soigner pendant 2 mois dans un centre à Royan. Et ben ça a fonctionné. Il est revenu, il était guéri. Bon, par contre, quand on a eu très très peur de quelqu'un, on ne peut plus l'aimer. Oui, vous étiez marqué et vous n'arriviez plus à. Il s'est fait, malgré qu'il se soit fait soigner, pour vous c'était fini. Il y avait quelque chose de cassé. C'était fini. J'ai beaucoup protégé mes enfants. Vous savez, les sentiments, ça se commande pas, hein, donc c'est comme ça. Mais aujourd'hui, vous êtes resté en bon terme et il vous remercie, c'est ça C'est ça. Aujourd'hui, j'ai fini par le quitter. Mais les dernières années, quand il est rentré de Royan, tous les matins, il me disait merci, tu m'as sauvé la vie. Merci, tu m'as sauvé la vie. Bon, moi, n'étant plus heureuse avec lui, ne l'aimant plus, je l'ai quitté, mais aussi qui est en très bon terme. Il s'est remarié. Il est très heureux. Il va bien. Il va bien. Et j'arrive à parler de tout ça à mes enfants aujourd'hui, alors que ça s'est passé il y a plus de 20 ans. Ma fille, elle a 23 ans, on arrive à parler aujourd'hui. Mon fils, il a 32 ans, on en parle un peu. Il n'a pas trop envie d'en parler, Maxime, mais on en parle aujourd'hui, ça libère un peu la parole. Mais Eric, il y a encore beaucoup d'affection entre nous et il n'y a plus d'amour, mais il y a ce chemin de vie qui a été difficile à un moment donné et j'ai pu l'aider et j'y suis arrivée. Oui, c'est bravo Bérangère, mais on entend, me semble-t-il, entre les mots comme ça, le traumatisme. Hein, et Jean-Benoît Dumontex, je pense que c'est important de montrer à quel point, quand on vit avec quelqu'un ou quand on a quelqu'un près de soi qui est alcoolique, c'est quand même un peu de démon qui circule dans la relation. Et c'est pour ça que c'est vraiment un fléau terrible, l'alcoolisme. Oui, c'est un fléau terrible et on garde des séquelles émotionnelles ou psychologiques, même si les choses s'arrangent, même si tout va mieux, il reste en soi, quand on a été codépendant, il reste en soi des cicatrices et des choses qui peuvent se réactiver à n'importe quel moment puisqu'on a vécu le traumatisme.
Merci Jean-Benoît Dumontex, merci à tous d'avoir témoigné. Et puis on retrouve tout de suite Alexandre Delevanne. Demain on va parler des femmes, de leurs fantasmes. Elles adorent la new romance et en même temps aujourd'hui les femmes ne veulent plus être dépendantes des hommes. On va essayer de comprendre ce qui se joue dans Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton.